Bonjour, je suis Anne et je suis organisatrice de voyages respectueux de l'environnement. Si vous cherchez comment on fait pour voyager autrement, vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode d'Un pays un train, on part à la découverte d'un nouveau pays, de sa culture, de son histoire, et je vous donne tous les moyens pour vous y rendre sans trop polluer. Et si vous aimez ce podcast et que vous voulez m'aider à le développer, vous pouvez me soutenir en me faisant un don sur Tipeee. Je vous ai mis le lien en description. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un pays, un train. La dernière fois, on a abordé l'Autriche dans un épisode qui m'a vraiment donné envie d'y retourner. Et comme j'ai prévu d'aborder, normalement, la Suisse pendant le mois de mars, ce serait quoi la suite logique selon vous ? Et du coup, je vous le donne en mille, c'est ce tout petit pays qui se blottit à la frontière des deux, le Liechtenstein. Alors pourquoi je reste dans la même région ? Bon, déjà, je l'ai déjà fait, de rester plusieurs fois dans la même région dans plusieurs épisodes. Mais déjà, pour suivre et comprendre l'histoire, c'est quand même beaucoup plus simple de rester au même endroit. Et surtout, si vous utilisez un pays, un train pour organiser vos vacances et que vous voulez faire un voyage en train sur plusieurs pays, c'est quand même plus facile d'écouter un épisode sur les pays voisins à la suite. Et coupler le Liechtenstein à la Suisse et à l'Autriche, qui sont ses plus proches voisins, c'est quand même plus logique. Et comme pour Saint-Marin il y a quelques mois, on est à nouveau dans un petit pays, donc j'ai pas d'invité à nouveau. Comme je vous l'avais dit, pour gagner du temps de temps en temps, c'est parfois plus simple pour moi de vous proposer ces épisodes au format plus court. Et aussi, j'ai plus beaucoup de voix, comme vous pouvez peut-être l'entendre suite au Nouvel An et au temps neigeux de ce mois de janvier, donc je la préserve pour pouvoir continuer à vous proposer des épisodes tout le reste de cette année. Donc ce mois-ci, je vous emmène au Liechtenstein. Et si j'ai une passion particulière pour Saint-Marin, dont je vous ai parlé il y a quelques mois, et son désir de liberté, je peux pas en dire autant du Liechtenstein. Donc je vais essayer au mieux de me réconcilier pendant cet épisode avec ce pays que je trouve peu passionnant, malheureusement. Et d'ailleurs, je profite de ce nouvel épisode sur les petits pays pour corriger une erreur que j'ai faite lors du dernier épisode sur le sujet. J'ai appelé ces pays des micronations, or c'est pas des micronations. Je l'ai appris depuis, les micronations c'est des entités qui se disent indépendantes, mais qui sont connues par personne. Comme par exemple, on a Sealand, qui est la plus connue en général. Elle est située au large de l'Angleterre sur une plateforme en mer. Ils ont décidé de se créer, mais c'est reconnu par personne. Et les petits pays, au contraire, ils sont reconnus à l'international par l'ONU en général, et on appelle ça des micro-États. Donc c'est un petit peu différent, donc je ferai bien attention à cette distinction à partir de maintenant. Donc contrairement à d'autres petits pays, tout le monde ou presque connaît le Liechtenstein. Il y en a plein qu'on ne connaît pas, le Liechtenstein en général on connaît bien. Par contre quand il s'agit de le placer sur une carte, ça commence à se compliquer. Alors pour vous aider, il suffit de se rappeler qu'il est pile à l'intersection de la Suisse et de l'Autriche. Donc il est en Europe et il est tout au bout de la longue branche est-ouest de l'Autriche. Donc si vous vous rappelez de l'épisode sur l'Autriche, on est vraiment après le Tyrol et toutes ces choses-là. Et on est pile au sud de l'Allemagne et du lac de Constance. En Suisse, il est bordé par les cantons de Saint-Gall et des Grisons au sud. On reverra les cantons lors de l'épisode sur la Suisse. Et en Autriche, c'est le Vorarlberg, et non pas le Tyrol, comme je pensais d'ailleurs. Je pensais avant cet épisode que c'était le Tyrol qui faisait le bout de la Suisse. Eh bien non, c'est la région du Vorarlberg. Et pour se retrouver au niveau de l'Europe complète, il suffit de prendre le Danemark et descendre tout droit vers le sud, et de s'arrêter un peu avant l'Italie. Et le Liechtenstein, il a une forme allongée du nord au sud, un peu en forme d'amande. Et il ressemble d'ailleurs un peu au Luxembourg, qui pourrait être son grand frère un peu plus au nord-ouest. Le Liechtenstein, c'est l'un des 8 pays alpins, donc l'un des 8 pays qui fait partie des Alpes, avec, je vais vous essayer de les citer d'ailleurs, mais je vais vous les dire, la France, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, la Slovénie et Monaco. Monaco que j'aurais oublié. Les Alpes y couvrent 100% du territoire, comme à Monaco d'ailleurs, mais il faut avouer quand même que ça se voit un petit peu moins à Monaco, parce qu'on est en bord de mer. On est vraiment au cœur des Alpes ici, parce que les Alpes couvrent plus de 60% du territoire des pays voisins, la Suisse et l'Autriche, donc vraiment, c'est vraiment le cœur des Alpes. Cette fois, on n'est pas dans un pays enclavé dans le sens où il n'est pas entièrement inclus dans un autre pays, mais en revanche, il est bien enclavé dans le sens où il n'a pas accès à la mer. Et d'ailleurs, les pays qui l'entourent n'ont également pas accès à la mer, donc c'est assez rare d'ailleurs comme situation. Et pour voir de l'eau, il faut donc se rabattre sur le lac de Constance, qui est un peu plus au nord, qui fait la frontière de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Suisse, à une trentaine de kilomètres. Au niveau de la taille, même s'il s'agit du 6e plus petit pays du monde, donc juste derrière Saint-Marin qu'on a vu la dernière fois, on est déjà un petit peu plus grand en taille. C'est-à-dire qu'il y a 100 km² de plus, on a 161 km² en tout de taille. Bon, ça reste pas très grand, c'est à peu près l'équivalent de 2 fois Paris intramuros, donc c'est vraiment pas un très grand pays. Et son altitude, elle varie beaucoup pour une si petite région. On est entre 433 mètres d'altitude pour le point le plus bas et 2599 mètres pour le sommet. Pas 2600, on est pile en dessous. Et donc le pays est assez vallonné quand même, donc il y a beaucoup de montagnes dans le pays. Et pour en finir sur la géographie, il y a un fleuve important qui passe au Liechtenstein, c'est le Rhin, qui fait la frontière ouest avec la Suisse. Quelques kilomètres avant de se jeter dans le lac de Constance et de ressortir ensuite dans les chutes du Rhin, de continuer pour faire la frontière de la France et l'Allemagne un peu plus loin. Donc à nouveau, comme souvent pour ces petits pays, j'y suis allée pour une raison principale. Compter ou recompter dans ce cas-là un pays en plus sur ma liste.
Alors je conçois que cocher des pays sur une liste quand on prône le voyage lent en train, c'est un peu contradictoire, mais bon, j'aime aussi accepter mes contradictions parfois. Mais d'ailleurs, c'était pas vraiment nécessaire parce que j'y étais déjà allée quand j'étais plus jeune. J'ai même une photo de moi à 10 ans qui pose devant le panneau Liechtenstein pour prouver que j'y étais allée. C'est-à-dire que la folie de compter les pays, elle a commencé assez tôt. Donc j'y suis retournée en tant qu'adulte en 2023 parce que j'étais dans le coin et que l'idée de visiter la capitale me plaisait. Et aussi que j'en avais pas vraiment de souvenirs, donc c'était intéressant d'y repasser. En parlant de la capitale, souvent dans les petits pays, le nom de la capitale c'est assez facile parce qu'elle s'identifie souvent au nom du pays. Ici c'est pas le cas, contrairement à ce qu'on pense souvent. On pense souvent que le nom de la capitale c'est Liechtenstein. Alors pas du tout. Donc je vous laisse quelques secondes pour trouver le nom de la capitale, c'est Vaduz. C'est vrai qu'à part l'apprendre, il y a peu de chances de connaître le nom de cette ville. C'est l'une des 11 communes du Liechtenstein, la 11. Et alors je sais que ça se prononce pas Vaduz. Je devrais sûrement dire Fatuz, quelque chose comme ça. Mais je suis tellement habituée que ce sera pas naturel, donc on va rester sur Vaduz. En plus, je trouve que ça fait un nom un peu plus italien, un peu plus sudiste, c'est assez sympa, donc j'aime bien cette prononciation-là. Et d'ailleurs, depuis tout à l'heure, je dis Liechtenstein, mais vous le voyez pas écrit. C'est un nom germanique un peu compliqué, on risque souvent de se tromper quand on l'écrit. Donc pour qu'on ne se trompe plus, je vous l'épelle, c'est Liechtenstein, Liechtenstein. Parfois dur à prononcer, j'espère que je vais pas avoir de mal à le prononcer pendant tout le long de cet épisode, puisque répéter Liechtenstein, Liechtenstein, Liechtenstein en boucle, c'est assez fatigant. Donc les 11 communes du Liechtenstein sont peuplées par 41 000 habitants, donc il n'y a pas grand monde quand même au Liechtenstein, et d'ailleurs la capitale n'est pas la ville la plus peuplée, c'est Shan, une autre ville un peu plus au nord qui est la plus peuplée. Le Liechtenstein il fait pas partie de l'Union Européenne, mais bien de l'espace économique européen, et il est dans l'espace Schengen, donc on peut rentrer sans contrôle. Et pour finir les présentations, quel est le système politique du Liechtenstein? J'avoue que quand j'en ai entendu parler pour la première fois, j'ai trouvé que le système était légèrement autoritaire et que ça ressemblait pas vraiment à une démocratie. Officiellement, c'est une monarchie parlementaire, avec comme prince Hans Adam II de Liechtenstein. Je sais, on se croirait dans un film de Noël sur Netflix avec un nom pareil. Mais dans les faits, le pouvoir a été transféré à son fils Alois de Liechtenstein, depuis 2004. Il y a un parlement qui s'appelle le Landtag, et le pouvoir est assez partagé, mais le problème c'est que le prince peut décider unilatéralement de valider ou invalider une décision du parlement. Bon, en même temps, il y a un référendum qui a été proposé il y a quelques années pour réduire ses pouvoirs, et le non l'a emporté, donc finalement, ils sont peut-être contents d'avoir ce pouvoir un peu fort au-dessus d'eux. Et en dehors de ça, le pays n'est pas très progressiste, c'est-à-dire que les femmes ont eu le droit de vote en 1984 seulement, et le droit à l'avortement est toujours refusé lors des référendums, il est proposé souvent, mais c'est toujours pas passé. Et pour finir, enfin, la langue officielle, c'est l'allemand, même si au quotidien on parle plutôt un dialecte local liechtensteinois, on peut quand même parler allemand là-bas, hein. Vous n'aurez pas de problème si vous parlez allemand. Et c'est normal que l'allemand soit la langue principale, on le verra dans l'histoire, le pays a longtemps fait partie du Saint-Empire romain germanique, que l'on connaît bien après tous les épisodes que l'on a eus sur le sujet. Mais de nombreux Liechtensteinois, les habitants du Liechtenstein, donc les Liechtensteinois, je pense, apprennent le français à l'école et tout le monde comprendra l'anglais quand vous le parlerez, donc vous devriez avoir aucun souci à vous faire comprendre. Quand on parle de ces pays plus petits, où je m'étends moins sur la partie touristique, parce que dans les faits, il y a moins de choses à voir que dans un pays qui fait des millions de kilomètres carrés, j'ai un peu l'impression de vous partager des faits Wikipédia. Bon, j'avoue, c'est aussi ça qui me plaît, parce que avant d'aller quelque part, je me plonge pendant des heures sur Wikipédia pour comprendre la géographie, l'histoire de lieux, pour comprendre en fait pourquoi ces endroits sont devenus ces endroits. Donc c'est pour ça que ces épisodes aussi un petit peu différents, en format un petit peu différent, où il y a moins de choses touristiques à voir, où il y a plus d'informations théoriques, ça me plaît aussi quand même. Donc on va se plonger maintenant dans l'histoire de Liechtenstein, mais pour une fois ça va être un peu plus rapide, parce que quand même c'est un endroit assez petit au milieu des montagnes. Mais le plus important ça va être de comprendre pourquoi. Bon, j'aurais pas forcément la réponse. Parmi tous les États du Saint-Empire romain germanique, celui-là, il a subsisté, alors que la plupart des autres se sont rassemblés dans des pays un peu plus grands. Parce que logiquement, le Liechtenstein il aurait pu rejoindre l'Autriche, et il en est rien. La zone du Liechtenstein actuel, et de l'ouest de l'Autriche, il y a longtemps, elle aurait d'abord été habitée par un peuple qui s'appelait les Rètes, qui seraient des cousins des Étrusques qui, eux, habitaient en Italie. On ne sait pas vraiment grand-chose d'eux, ils sont intégrés à l'Empire romain au début de notre ère, quelques années après la création de l'Empire, sous le nom de la province de Rétie. Et au sein de l'Empire, tout s'est bien passé. La région a suivi l'histoire des pays voisins malgré quelques incursions des Alamans, des personnes qui habitaient plus au nord pendant quelques années. Et à la chute de l'Empire, la province va être envahie par les Alains, les Vandales, les Ostrogoths, bref un petit peu tout le monde, comme à cette époque que l'on appelle les invasions barbares, même si aujourd'hui on ne dit plus trop ce terme-là. Il faudra attendre Charlemagne, notre empereur franco-allemand, etc., pour qu'elle devienne un comté.
Et en 843, avec le fameux traité de Verdun qu'on commence à connaître, le Liechtenstein actuel va se retrouver dans la Francie orientale, qui correspond en gros à l'Allemagne actuelle. Et comme on a un peu le temps aujourd'hui, que ça fait longtemps que j'ai pas parlé du traité de Verdun, je vais vous faire un petit rappel, parce que c'est quand même un des éléments fondateurs quand même de ce qui est devenu l'Europe ensuite. C'est ça qui a un petit peu divisé l'Europe à l'époque, et donc c'est ce qui permet de comprendre un petit peu comment l'Europe s'est formée aujourd'hui. En 843, les petits-fils de Charlemagne, donc Charles le Chauve, Lothaire et Louis le Germanique, se sont partagés, lors du traité de Verdun, l'empire de leur grand-père, donc Charlemagne, qui s'étendait de la France actuelle, sauf la Bretagne, à une grande partie de l'Allemagne. Alors c'était la règle à l'époque, les territoires ils étaient partagés entre les enfants, ils n'étaient pas seulement donnés à l'aîné, mais du coup ça s'éparpillait assez vite. Donc à l'ouest, Charles le Chauve a pris ce qui formera un jour la France, et c'est ce qui fait que la France va prendre son nom d'ailleurs, avant ça s'appelait la Gaule. Alors c'est pas tout de suite, mais ça se fera au fur et à mesure du temps. À l'est, Louis le Germanique qui va prendre ce qui compose une grande partie de l'Allemagne actuelle, l'Autriche, etc. Et au centre, Lothaire crée la Lotharingie qui va des Pays-Bas actuels au nord de l'Italie. Bon, très rapidement, la Lotharingie elle va se faire manger par les autres, exactement pour la règle qu'on vient de donner juste avant. C'est-à-dire qu'il est mort assez tôt, le pays a été partagé entre ses enfants, et du coup a été morcelé. Alors, le pays, c'est un peu anachronique de dire le mot de pays, mais la Lotharingie a été séparée entre ses enfants, et donc s'est affaiblie assez vite. Donc elle a pu être attaquée facilement par ses voisins. On va aller vers la fin de l'Empire carolingien à ce moment-là, et une des naissances de la France, on peut pas vraiment le dire comme ça, mais de ce qui a pu devenir la France un jour, et de ce qui a pu devenir l'Allemagne un jour. Ces pays n'existaient pas du tout à l'époque, c'est anachronique de le dire. Donc si on revient ensuite au Liechtenstein, c'était ça notre sujet d'intérêt au départ, la zone elle est gérée par des comtes pendant pas mal d'années. Mais il n'a pas vraiment d'importance historique pendant très longtemps. Et d'ailleurs, il ne s'appelle pas du tout Liechtenstein à l'époque. On verra ensuite après comment ça s'est passé, mais il ne s'appelle pas du tout comme ça. C'est à partir de 1342 qu'on crée le comté de Vaduz. Donc c'est le nom de la capitale actuelle, si vous vous rappelez bien. Donc il y a à ce moment-là une entité à cet endroit-là. Et d'ailleurs, en 1434, les seigneurs locaux vont acheter quelques territoires et le Liechtenstein va trouver ses frontières actuelles. Mais il ne s'appelle toujours pas Liechtenstein, attention. Donc les comptes vont changer, le territoire va être vendu, échangé, donné, parce que c'est assez pratique d'avoir cette petite monnaie d'échange. Par exemple, tu me donnes ta fille en mariage, je te donne le comté de Vaduz, t'envahis pas ma terre, etc. Bref, ça se passe plutôt bien. C'est plutôt une monnaie d'échange à l'époque qu'un vrai territoire important. Et en 1608, on va s'intéresser à l'histoire d'une famille qui s'appelle la famille de Liechtenstein, mais qui n'a pour l'instant rien à voir avec la terre du Liechtenstein. En 1608, Charles Ier, donc qui est Charles Ier de Liechtenstein, il va être élevé au rang de prince du Saint-Empire par l'empereur. Mais pour autant, il n'est pas admis au Conseil des princes. Donc c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas voter pour l'élection de l'empereur, parce qu'ils n'avaient pas l'immédiateté impériale. L'immédiateté impériale, ça veut dire quand on possède une terre qui est soumise directement à l'empereur, et non pas avec un intermédiaire. Donc c'est-à-dire que Charles Ier ici était prince héréditaire, d'ailleurs, il pouvait donner sa charge à ses enfants, mais par contre, il n'avait toujours pas la possibilité de voter pour l'empereur, donc ça lui enlevait quand même beaucoup de pouvoir. À ce moment-là, il était encore vassal des Habsbourg. Et donc Charles Ier, c'est le premier prince, mais il n'est pas encore seigneur de Vaduz, il n'est pas seigneur du Liechtenstein actuel, il est prince de Liechtenstein, mais pas sans immédiateté impériale, donc il n'a pas droit de vote. Et du coup, il va essayer de rechercher un fief pour pouvoir avoir ce droit de vote. La dynastie Liechtenstein elle va se poursuivre, loin du Liechtenstein actuel qui n'en a pas du tout le nom à ce moment-là, jusqu'à ce que pour enfin avoir l'immédiateté impériale, la famille de Liechtenstein va acheter la zone du Liechtenstein actuel, enfin, avec le comté de Vaduz et quelques terres autour, en 1712. Et enfin, la famille de Liechtenstein va avoir cette immédiateté impériale, c'est-à-dire pas d'intermédiaire entre lui et l'empereur. Le comté de Vaduz va alors prendre le nom de la famille, le Liechtenstein, qui vient du château de Liechtenstein près de Vienne, qui appartient à la famille, qui est pas du tout à côté du Liechtenstein d'ailleurs, c'est près de Vienne, et ça veut dire pierre brillante. Donc voilà, vous savez tout, et vous voyez comment le hasard peut nommer un territoire alors qu'il n'est pas du tout au même endroit. Et le nom du pays vient de la famille régnante, et non l'inverse. Parce que par exemple, en général, je pense que c'est plutôt l'inverse. Par exemple, je pense qu'en Angleterre, la famille Windsor, elle a ce nom parce qu'il venait de Windsor. Il faudrait vérifier. Et c'est officiellement en 1719 que les comtés de Vaduz et de Schellenberg deviennent principauté impériale sous le nom de Liechtenstein. Ça veut pas dire que pour autant les princes vont se soucier de Liechtenstein, c'est la terre qui leur a donné le droit de vote, mais pour autant, ils s'en fichent un peu. Ils ont d'autres territoires, ils ont d'autres choses à faire, et apparemment, si cette information est vraie, normalement c'est qu'en 1842 que le prince visitera enfin Liechtenstein. C'est-à-dire que pendant plus de 100 ans, les princes régnants de Liechtenstein n'y ont jamais mis les pieds. Donc c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, on retient la famille de Liechtenstein uniquement pour ce territoire, mais au début, ce n'était qu'un achat stratégique au milieu des montagnes pour avoir le droit de participer à la diète d'Empire. Donc ensuite, Napoléon va arriver, il va venir dynamiter le Saint-Empire qui existait depuis presque 1000 ans. Napoléon va créer l'éphémère Confédération du Rhin,
Puis la Confédération germanique va se créer sur les ruines du Saint-Empire romain germanique, et c'est à cette occasion que Liechtenstein arrive à avoir une certaine indépendance. Parce que si la plupart des petits états du Saint-Empire, qui étaient extrêmement morcelés, vont disparaître à cette occasion, c'est pas le cas de Liechtenstein. Il va devenir un des états de la quarantaine qui composent la Confédération, contre plus de 300 sous le Saint-Empire, parce qu'au moment de son intégration en 1719, le Liechtenstein est devenu le 343e état du Saint-Empire romain germanique. Donc c'était vraiment un état très très morcelé. Et alors, on peut se demander pourquoi Liechtenstein a survécu alors qu'il était si petit. Franchement, ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, pourquoi en 1866, à la fin de la Confédération germanique, pourquoi Liechtenstein s'est pas fait intégrer par ses voisins, comme ça peut être le cas pour pas mal d'autres régions dans le coin. Et bien en fait, c'est pas très clair. Et si quelqu'un a la réponse, d'ailleurs, je la veux bien, parce qu'il semblerait que ce soit parce qu'il est dans les montagnes et qu'on l'ait donc moins embêté, et également parce qu'il était très pauvre, ça aurait pas été très intéressant pour ses voisins. Il a également été protégé à partir de 1852 parce qu'il a fait un accord douanier avec son voisin l'Autriche, ce qui lui a permis de se développer économiquement et d'aller mieux. Mais j'ai quand même pas la réponse exacte de pourquoi Liechtenstein est resté indépendant et pas les autres, par manque d'intérêt peut-être, donc je sais pas trop, mais si vous avez la réponse, ça m'intéresse. En 1868, après la fin de la Confédération germanique, le Liechtenstein va déclarer sa neutralité. Elle va être respectée pendant la Première Guerre mondiale, même s'il y a eu un plan assez drôle qui proposait de donner Liechtenstein au pape en compensation de la perte des états pontificaux. Allez réécouter l'épisode sur l'Italie, il y en aura d'ailleurs un deuxième dans quelques mois pour vous en reparler. Mais ça se fera pas, et le prince Jean II du Liechtenstein, qui règne à cette époque, aura même le troisième plus long règne européen après Louis XIV et notre chère reine Élisabeth II. À partir du XXe siècle, le Liechtenstein va commencer enfin à prendre de l'importance en tant que tel, parce que jusqu'à présent c'était surtout un état satellite où la famille régnante ne vivait pas. En 1921, la constitution elle va changer et le Premier ministre va devoir venir de Liechtenstein, être originaire de Liechtenstein. Et le prince François-Joseph II, qui commence à régner en 1938, c'est le premier à vivre exclusivement au Liechtenstein. Le prince précédent, François Ier, il était prêt à se laisser envahir en 1938, au moment de l'Anschluss, parce que sa femme était juive et en gros il n'avait plus l'énergie de se battre. Mais la neutralité va à nouveau être respectée par les nazis cette fois, et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la dynastie de Liechtenstein elle va être virée de ses autres possessions en Tchéquie et en Pologne, exactement en Bohême et en Silésie à l'époque, et ça explique peut-être qu'à partir de 1938 et de l'Anschluss, la famille va finir par se rabattre sur Liechtenstein après des années à l'ignorer, parce que tout simplement ils ont perdu leurs autres territoires. Et c'est peut-être pour cette raison que je trouve que le Liechtenstein n'est pas très passionnant, contrairement à Saint-Marin dont on avait vu l'histoire la dernière fois. Les Saint-Marinais ils se sont toujours farouchement battus pour leur liberté, ils ont toujours eu cette volonté d'exister et de clamer leur existence au monde, alors que les Liechtensteinois, je vais peut-être vérifier si on dit Liechtensteinois, non ? On dit Liechtensteinois, j'ai vérifié. En tout cas, les Liechtensteinois, ils se sont fait balloter tout au long de l'histoire, je sais même pas s'ils ont un fort sentiment d'appartenance. D'ailleurs, leur fête nationale, elle est le 15 août, elle célèbre pas grand-chose, il semblerait que ce soit parce que c'est l'été, c'est un peu nul comme raison. Donc je sais pas s'ils ont un fort sentiment d'appartenance, je pense qu'ils sont contents d'être riches et d'habiter là, mais en dehors de ça, est-ce qu'ils sont fiers d'être Liechtensteinois ? Je ne sais pas. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, le Liechtenstein, comme la plupart des petits territoires, il a mis en place des politiques fiscales avantageuses, donc c'est devenu un paradis fiscal. Aujourd'hui, officiellement, c'en est plus un, mais ça reste l'un des pays les plus riches du monde, avec un PIB par habitant qui est très élevé. Donc ça va être sympa d'habiter au Liechtenstein quand même, malgré ce que je disais juste avant. Donc maintenant, on peut se poser la question de comment on fait pour aller au Liechtenstein en train depuis la France. Eh bien, il faut s'intéresser d'abord au réseau du Liechtenstein, qui est très compliqué, puisqu'il n'y a qu'une seule ligne de train. Elle fait 9,5 km de long, et elle relie Feldkirch en Autriche, un peu plus au nord, et Buchs en Suisse, je sais pas si on prononce Buchs, mais je vais dire comme ça parce que c'est comme ça que je l'aurais prononcé, juste à l'ouest du Liechtenstein. La ligne, elle traverse le Liechtenstein d'ouest en est, et elle dessert pas le sud du pays. Bon, c'est tout de même sympa d'avoir une ligne qui dessert 3 pays en 22 minutes, je crois pas qu'on ait une telle ligne quelque part ailleurs dans le monde. La ligne, elle est entièrement électrifiée, elle est en écartement normal, 1435 mm, donc le Liechtenstein fait partie des pays qui ont des trains 100% électriques, mais bon, avec une seule ligne, c'est pas un exploit. Cette ligne, elle a été créée en 1872, donc un peu tardivement par rapport à d'autres, mais quand même assez tôt par rapport à d'autres pays. Il y a 4 gares intermédiaires entre Buchs et Feldkirch sur le territoire de Liechtenstein, mais il n'y a pas de gare dans la capitale. Le train, il s'arrête à Schaan, à 3 km au nord, la plus grande ville, et la ligne, elle est exploitée par ÖBB, dont on a déjà entendu parler, c'est les Österreichische Bundesbahnen, la compagnie nationale autrichienne. C'est assez logique que ce soit l'Autriche qui gère avec cette position au carrefour de l'Autriche et de la Suisse, même si Liechtenstein a quand même une relation profonde avec la Suisse plutôt qu'avec l'Autriche désormais, ça reste logique que ce soit l'Autriche qui gère. Je rappelle d'ailleurs que si je fais cet épisode sur Liechtenstein, c'est parce que l'épisode sur l'Autriche est sorti le mois dernier, vous pouvez aller l'écouter, et normalement la Suisse sort le mois prochain, ou en tout cas très bientôt, donc on est sur un beau triptyque entre ces 3 pays alpins. Et du coup, maintenant qu'on connaît cette ligne, on sait qu'il faut rejoindre Buchs ou Feldkirch pour aller au Liechtenstein en train, comment on fait ? Pour rejoindre la Suisse, c'est assez facile.
On prend un train TGV Lyria direct pour Zurich depuis la France, donc depuis Paris, Dijon, Belfort ou Mulhouse, et ensuite il y a une correspondance, on prend le train vers Boux, ça dure 1 heure. Donc on peut partir le matin de Paris et arriver en début d'après-midi au Liechtenstein, c'est quand même très faisable. Et pour le trajet via Feldkirch, c'est un peu plus compliqué parce que je pensais qu'il y avait des trains vers l'ouest de l'Allemagne, depuis Feldkirch, mais j'en trouve pas en ce moment, donc il faudrait vérifier en fonction de la périodicité. Feldkirch, c'est tout de même une localisation pratique pour continuer son voyage, parce que c'est le départ de pas mal de trains de nuit vers l'est de l'Europe, et vers Vienne notamment par exemple. Donc ça peut être intéressant d'aller à Feldkirch quand même. De mon côté, je suis allée au Liechtenstein en voiture électrique et non pas en train. C'est parce que j'étais en train de faire un tour autour du lac de Constance, qui est un peu plus au nord dont je vous parlais, et que j'avais envie d'aller faire un tour au Liechtenstein vu que j'étais à côté. Mais en vrai, on peut vraiment s'en sortir sans voiture au Liechtenstein pour la simple et bonne raison que le pays est vraiment tout petit, et que le réseau de bus y quadrille pas mal tout le pays. Et surtout, même si certaines zones sont très montagneuses et n'ont pas de bus, on peut quand même s'en sortir à pied en randonnant. C'est-à-dire que du nord au sud, on peut traverser le pays en 5 heures, vraiment à pied. Et quand on s'aventure dans les sommets vers Malboun à l'est, ça monte un peu, parce que c'est des montagnes, mais les randonnées sont vraiment magnifiques. Et d'ailleurs, je vous disais que j'y étais allée en voiture électrique, c'était un peu un piège, parce que je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait seulement les locaux qui pouvaient se brancher sur la plupart des prises des parkings de la ville, donc c'était un peu compliqué de se charger. Donc faites attention à ça quand même, si vous partez en voiture électrique. On a également des bus qui relient les principales villes du pays avec plusieurs lignes régulières. Faites attention tout de même hors saison. Bon, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a une saison au Liechtenstein ? Je ne sais pas, parce que c'est un pays qui est très peu visité. Ou même en fin de soirée, faites attention. Mais en tout cas, vous n'aurez pas de soucis, je pense, à vous en sortir si vous n'avez pas de voiture au Liechtenstein. Et du coup, de mon côté, je suis allée au Liechtenstein en octobre 2023. Après un premier passage il y a très longtemps, dont je me rappelle très peu. Donc c'était en automne, et même s'il faisait un peu froid, je recommande vraiment cette période parce que les couleurs sont vraiment magnifiques, avec les arbres qui se colorent. Donc ça peut être une très bonne période pour y aller. Bon, dans tous les cas, c'est jamais vraiment très fréquenté, mais là, dans les montagnes, on était vraiment seul au monde. Donc c'est vraiment très agréable. Et vous savez, dans un pays en train, normalement, je vous raconte ce que j'ai visité dans chaque pays, donc on peut se demander ce que j'ai visité au Liechtenstein. Eh bien, cette fois, pas grand-chose. Mais c'était pas faute de pas vouloir visiter ou de manquer de temps, c'est qu'il n'y a pas tant de choses que ça à faire. Et c'est pas pour rien que c'est un des pays les moins visités d'Europe. C'est tout petit et montagneux, et la capitale Vaduz, elle a pas vraiment d'intérêt. Je m'y suis promenée, j'ai vu le Rhin qui passe dans le fond de vallée, je suis passée près du château, qui est pas ouvert aux visiteurs parce que c'est là que la famille du prince habite. Mais en dehors de ça, même si je m'attendais pas à grand chose, j'ai été assez déçue par Vaduz. Les environs, ils sont pas si beaux quand on le compare à la Suisse ou à l'Autriche, ils sont toutes proches. Et c'est une toute petite ville, je crois qu'il y a 5000 habitants, quelque chose comme ça, mais elle est même pas mignonne. C'est l'une des plus petites capitales au monde, je crois que c'est la 5e, 6e plus petite capitale au monde, mais elle est pas intéressante. J'ai souvenir d'une longue route tout le temps parcourue par les voitures, toute droite, un peu avec beaucoup de circulation quand même, rien de fou. On peut aussi à Vaduz visiter quelques musées que j'ai pas pris le temps de visiter parce que le musée de la Poste ou le Trésor National ça m'intéressait pas vraiment, mais si vous avez quelques jours dans le coin, ça peut valoir le coup de s'y arrêter. Il y a quelque chose qui m'a marqué également, c'est qu'on peut acheter du chocolat en forme de Liechtenstein. J'ai l'impression d'en avoir vu un peu partout. Alors peut-être que mon souvenir a amplifié le truc, mais j'ai l'impression qu'il y avait vraiment beaucoup de chocolat en forme de Liechtenstein. Et bon, comme Vaduz m'avait pas beaucoup plu, après avoir erré en cherchant de la nourriture pas trop chère et correcte, ce qui est très difficile à trouver dans ces régions, je suis repartie pour une randonnée dans la seule vraie station de ski du Liechtenstein, Malboun. C'était à 1600 mètres d'altitude. Et en octobre, il n'y avait pas beaucoup de neige, et en octobre, il n'y avait pas de neige, donc du coup, vraiment personne. Il y avait une vraie impression de fin du monde et d'être seul au milieu de nulle part, c'était vraiment génial. Et la nature, vraiment, elle est très belle dans ces coins-là, on peut voir quelques tout petits lacs, j'ai même vu un chamois, donc vraiment, c'est vraiment sympa. Bon, par contre, je vais pas vous mentir, ne faites pas un détour pour ça. C'est très beau, c'est une très belle région, mais on est au milieu des Alpes. Des paysages comme celui-là, il y en a plein d'autres, et il y a des endroits où il y a plein de choses à faire, plus de choses à faire. Donc en vrai, passez plus de temps en Suisse ou en Autriche, mais ne vous attardez pas forcément au Liechtenstein. Vous pouvez aussi, une fois à Malboun, prendre le téléphérique que j'ai pas pris, mais qui doit être assez sympa, qui doit vous monter au-dessus des montagnes. En dehors de ça, je sais pas ce qu'il y a à visiter au Liechtenstein, parce que finalement, j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de choses que ça. Et pourtant, j'ai essayé de me renseigner, j'ai regardé, mais finalement, c'est pas très touristique pour une bonne raison. Et je pense que faire un voyage juste au Liechtenstein, vu les prix qui y sont pratiqués en plus, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc à la question, est-ce que je retournerai au Liechtenstein, pour une fois, je répondrai non. Et non pas parce que le pays est désagréable, ou que les paysages sont pas beaux, non, tout simplement, je pense qu'il y a tellement de belles choses à voir sur cette terre qu'il y a d'autres choses à voir avant de retourner au Liechtenstein, pour des prix moins élevés en plus que ceux du Liechtenstein. Par contre, si vous passez dans le coin, dans le prolongement d'un voyage entre la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, par exemple depuis le lac de Constance comme je l'ai fait, depuis Saint-Gall en Suisse par exemple, ou depuis le Tyrol en Autriche, il y a vraiment des belles choses à voir. Le Liechtenstein il est vraiment entouré de merveilles. Donc je dirais pas que c'est une priorité d'y passer.
Par contre, si vous êtes à côté, pourquoi pas y passer quelques temps. Ça peut être l'occasion de faire un voyage lent, de se poser, mais par contre, c'est pas un endroit où on va se poser pour faire des vacances pas chères, par exemple à la montagne, parce que c'est extrêmement cher. Je vous dirais pas, comme on entend parfois les influenceurs dire pour certains lieux, que c'est un endroit sous-coté qu'il faut surtout pas rater. Non, le Liechtenstein, c'est pas sous-coté. On comprend pourquoi il y a peu de gens qui visitent. J'ai été ravie de redécouvrir son histoire avec vous aujourd'hui, mais il n'est pas passionnant et je suis vraiment désolée de dire ça, parce que d'habitude, j'essaye toujours de trouver du positif sur chaque endroit que je présente et de me dire que je vais y retourner, mais aujourd'hui, j'aurais du mal à vous le dire. Mais bon, si un Liechtensteinois passe sur ce podcast et veut échanger pour me faire changer d'avis, je suis toujours ouverte à l'idée, parce que je suis toujours prête à évoluer sur ces sujets. Moi qui n'ai jamais trop apprécié l'Espagne par exemple, ou plutôt qui lui ai toujours préféré l'Italie, et c'est toujours le cas, elle est enfin remontée dans mon estime en 2025, parce que j'ai fait un petit séjour à Madrid et surtout à Tolède qui m'a fait changer d'avis. Donc si quelqu'un passe et veut me faire changer d'avis sur Liechtenstein, c'est avec plaisir. Et pour répondre à où est mon lieu préféré au Liechtenstein, puisque c'est la question que je pose à chaque fois, de mon côté, ce serait la station de Malboun, parce que le paysage y était vraiment très beau, et comme je connais pas encore assez la Suisse, ça a été un petit avant-goût de la Suisse. Donc c'est vraiment la station qui est à l'est du pays où on peut faire des randonnées. D'ailleurs, tout le pays est assez pratique pour faire des randonnées, on peut vraiment se promener et voir des très belles choses. Donc ça peut valoir le coup si vous aimez le tourisme nature et que vous avez un gros porte-monnaie. Alors c'est un épisode qui a été assez rapide aujourd'hui, parce que finalement, il n'y a pas tant de choses que ça à faire au Liechtenstein. Et justement, l'intérêt de cet épisode de tampon, on va dire, comme le Liechtenstein est un état tampon entre la Suisse et l'Autriche, c'est de vous montrer qu'il peut être inclus entre la Suisse et l'Autriche, mais ce qui est le plus intéressant, c'est quand même ce qu'il y a à côté. Pour les infos pratiques, la monnaie du Liechtenstein, c'est officiellement le franc du Liechtenstein. Mais cette monnaie, elle est plus frappée, c'est le franc suisse qui a cours. Et d'ailleurs, les prix suisses, comme je vous le disais, semblent également s'être importés, et c'est vraiment le point noir du pays, parce que tout est extrêmement cher. C'est comme en Suisse, et j'ai l'impression que c'était même plus. Alors peut-être que j'en garde un souvenir et que finalement c'était pas si cher que ça, mais j'ai l'impression que c'était très dur de trouver à manger pour moins de 30 francs suisses, tout coûte vraiment très cher. Donc en plus de pas être passionnant, le Liechtenstein est cher. Un autre point à noter, c'est que si vous venez en voiture, il faut faire attention aux vignettes. La Suisse et l'Autriche exigent une vignette pour rouler sur les autoroutes. Alors comme je suis venue en voiture depuis l'Allemagne, le GPS nous a mis automatiquement sur l'autoroute en Autriche, donc j'ai un peu peur, parce que je pensais qu'on prendrait que les nationales. Bon, heureusement j'ai pas eu d'amende, mais faites attention à ça. Parce que les vignettes ne valent pas forcément le coup si vous restez que quelques jours, mais elles restent obligatoires. Pour le reste, par contre, vous pouvez faire comme en France, vous pouvez boire l'eau, même si le Liechtenstein n'est pas dans l'UE, normalement il est compris dans vos forfaits, contrairement à la Suisse voisine. Donc faites attention quand même quand vous allumez vos téléphones, parce que la Suisse peut vous valoir des hors-forfaits assez élevés. Pensez tout de même du coup à vérifier. De mon côté, j'ai bien reçu le message bienvenue au Liechtenstein qui me précisait que j'avais pas de surcoût, mais faites attention. Pour manger, en revanche, j'ai pas grand chose à vous recommander, j'ai pas été fascinée par la nourriture du Liechtenstein, bon, j'ai pas été fascinée par le Liechtenstein en général. Pour la saison, ça dépend de ce que vous aimez. De mon côté, j'avais beaucoup aimé en automne, mais en hiver, avec la neige, ça doit également avoir un certain charme. Et bien sûr, en général, pour les randonnées, l'été c'est la meilleure saison, surtout que je pense qu'il n'y a jamais énormément de monde au Liechtenstein. Bien, j'espère que ce portrait un peu contrasté de Liechtenstein et que cet épisode un peu plus court que d'habitude vous aura quand même fait découvrir un peu plus en profondeur ce petit pays qui, s'il n'a pas forcément su me séduire complètement, peut-être simplement parce qu'il est trop petit, reste tout de même intéressant à découvrir. Et dites-moi quel pays vous aimeriez visiter la prochaine fois, et je vous dis à bientôt quelque part dans le monde, que ce soit à pied, en train ou en téléphérique, mais surtout sans trop de CO2.